Je vous demande d'accueillir le réalisateur et co-scénariste, M. Kim Chapiron, accompagné ce soir de celui qui interprète Jafar, Karima Edmond, celui qui interprète Thomas Michael et le producteur Benjamin Lalouf. Bonsoir à tous les quatre, on est très très heureux de vous accueillir. Alors, comme d'habitude, voilà, pour les personnes qui sont habituées à nos rencontres, donc à l'issue des projections, des micros vont circuler dans la salle. Dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre point de vue, dire un truc sympa. Ou dire un truc sympa, ouais. ou même pas sympa, ils peuvent aussi. Ouais, c'est l'exercice de dire un truc sympa. Ouais, c'est plus sympa, c'est plus facile de répondre à un truc sympa. Voilà. Donc dès que vous souhaitez réagir, quel que soit votre ressenti, vous levez la main de façon à ce qu'on puisse vous donner un micro. Bonsoir. Tout le monde puisse vous entendre. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. La question, bon, déjà bravo pour votre film, ça c'était un bon film de bonne détente. J'adore, pour commencer, une bonne détente, pour commencer, une bonne détente. Ouais, voilà. Lâchez-nous, allez-y. La question, comment est né votre film? Bon, ça c'est la première question. Ok. Comment est né votre film? Alors, comment est né le film? Donc j'ai rencontré Benjamin Lalouf, là-bas, le producteur du film, et Noé Debré, le scénariste avec qui j'ai écrit ce film, donc qui était arrivé avec un traitement d'une trentaine de pages d'un film qui parlait donc de ce que vous avez pu voir. Donc c'était le début de ce film. En tout cas, là j'ai parlé en son nom, il n'est pas là pour raconter la genèse du film. Lui, il s'est servi d'une légende urbaine qu'il avait entendue sur le campus d'HEC, qui parlait d'une association qui s'appelle HESEX. Et après, on a parlé avec différentes personnes qui nous ont raconté un petit peu cette association, donc où il y avait un réseau de prostitution, des chambres dans le campus qui étaient utilisées pour ramener des filles, et finalement l'histoire changeait tout le temps. Donc nous, l'idée de légende urbaine qui change tout le temps, on s'en est servi aussi pour raconter cette histoire un peu comme un conte de fées acide, et plus tiré de faits réels. Un étudiant d'HEC, grand fumeur de cannabis, s'est retrouvé à vendre sur le campus et même à étendre son commerce sur les écoles autour, a oublié un sac de sport rempli de billets dans le RER et s'est fait arrêter par la police parce qu'il a appelé pour dire j'ai oublié mon sac. Et nous, donc l'idée de mettre au service d'un commerce parallèle le génie marketing de ces élèves brillants en école de commerce fait partie aussi de la genèse du projet. D'accord. Et alors, la deuxième question, c'est la fin du film. Donc, parce qu'on attend la délibération des jurys, etc. Bon, à un moment, il y a Kelly qui fait une soupe de langue Une soupe de langue voilà. Une soupe de langue. Une soupe de langue. D'accord. C'est une expression mythique. Et alors on attend la fin, alors c'est quoi? Alors ils sont coupables, ils sont pas coupables? Bah la fin c'est la soupe de langue. C'est vrai. Alors après, j'espère que ça vous a fait la même chose que nous, en tout cas quand on a écrit le film. L'idée de partir d'une sorte de film de mafia, où on assiste à l'ascension de cette association de malfaiteurs plus ou moins mignons, pour finalement faire une transition et se rendre compte que les enjeux changent pendant le film. Moi, c'est le genre de film que j'aime bien regarder. C'est partir d'un point A et d'aller à un point B totalement différent. Et se rendre compte qu'au final, c'est pas ces enjeux-là qui étaient importants, mais plutôt le rapport entre eux. Donc au final, qui se fasse virer ou pas, j'espère qu'on s'en fout presque. Et c'est tant mieux, parce qu'il y a une suite ouverte pour le film. Ouais, aussi. Merci. Autre question, réaction? Alors juste avant, voilà, on vous emmène un micro, mais juste avant de vous entendre, par rapport à, pour rebondir sur ce qu'a évoqué Kim, sur la collaboration donc, avec Noé Debré, le co-scénariste, je veux qu'on en profite pour entendre le producteur, parce que c'est son premier film, pardon, non, je ne sais pas c'est lequel, c'est son premier film en tant que producteur, et donc Noé Debré et donc le Benjamin, le producteur, finalement, vous avez été tous les deux sollicités Kim, et je voulais, avant qu'on puisse entendre donc les talents, les comédiens,
comprend. Alors déjà, bravo pour ce premier film en tant que producteur, parce que se lancer dans la production, c'est jamais un exercice difficile, surtout que là, par rapport à la thématique... Un exercice difficile. Un exercice facile. Oh, quel joli lapsus, pardon. Mais surtout par rapport à la thématique du film abordé, voilà, pour un premier, c'est... Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de solliciter Kim pour la réalisation et la coécriture sur ce film? Ben, en fait, Noé, il a commencé à écrire. Et il a commencé à écrire... Au départ, c'était un pitch, puis après, ça a été un traitement, ça veut dire un scénario sans dialogue. Et j'ai été assez séduit par ce que ça racontait, toute l'ambiguïté qu'il y avait, le jeu avec... les codes avec le college movie. Et je me suis dit, en même temps, il y a quelque chose d'assez cérébral et peut-être même d'un peu verbeux dans ce scénario. Peut-être qu'il faudrait envisager de quelqu'un qui, au contraire, amènerait beaucoup de vie, beaucoup de passion, beaucoup de chair, de corps. Et en fait, j'avais vu Dog Pound que j'avais vraiment adoré. Et je m'étais dit, il y a un réalisateur dans notre génération qui semble pouvoir complètement incarner ça, mais on se connaissait pas du tout, et je l'ai envoyé comme n'importe qui peut le faire à son agent, et par chance son agent l'a lu et l'a fait lire, et quand Kim l'a lu, je crois qu'il a répondu, enfin on s'est vu je crois 2 jours après ou le lendemain, et il a tout de suite dit oui à notre plus grande surprise et notre plus grand plaisir, quoi. Donc voilà, maintenant le film existe, et voilà. Alors, il y avait une autre question, réaction, oui, allez-y. Oui, bonsoir. Alors moi, en fait, je vais vous poser une question par rapport au genre, dans le sens où dans le film est affirmé mot pour mot que la seule valeur sur le marché du travail et des sentiments pour une femme, c'est son physique. Et j'aurais aimé savoir du coup quelle est en fait votre position par rapport à ça, parce que donc la fin du film reste un peu en suspens, et j'aurais aimé... Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et qu'en plus, tout le long du film, c'est quand même un milieu très masculin, et qu'en plus, le personnage féminin central se fait passer pour lesbienne pour rentrer dans cet univers. Donc voilà, ce serait un peu savoir votre position. Affirmer, j'espère qu'on a été quand même plus fin et que la nuance se dégage quand même des personnages. Je veux dire, un personnage l'affirme dans le film en disant, une fois, de toute façon... ton capital beauté va descendre au fur et à mesure. Ça, c'est le point de vue de Louis. Oui, pardon. Voilà, donc après, le point de vue des auteurs, donc moi, si en tout cas parler en mon nom, moi, mon point de vue, c'est justement... j'ai l'impression qu'il y a 2 sortes de films. Il y a les films qui disent et les films qui racontent. Moi, je préfère me placer du côté des films qui racontent. Donc, j'espère que je n'ai pas dit quelque chose par rapport à ça avec ce film, dans le sens où il y a plusieurs points de vue. Et le personnage féminin donc, qui est confronté à ça se sert de son rapport, justement, le personnage de Kélia, qui est donc celle qu'on envoie, que Dan, lui, envoie pour aller recruter. Son aplomb et son rapport et ses radars qu'elle a sur la tête pour détecter les filles qu'elle va ramener sur le campus, ne dit pas, enfin voilà, cette théorie qui est un petit peu sévère et un peu raide. Donc moi, mon point de vue, c'est que, en effet, c'est le point de vue de certaines personnes, et que Louis en fait partie. Moi, j'ai pris du plaisir à raconter autre chose, dans le sens où lui, j'ai l'impression qu'il change un peu d'avis pendant le film. Et puis pour parler de ce sujet, qui est quand même un sujet très dur, c'était évidemment pas ce que j'ai mis en avant dans le film, parce que je pense que c'est un film d'1h30, j'aurais pas le temps de développer ce sujet. Je pense qu'il y a des supports beaucoup plus appropriés, mais c'est plutôt un argument narratif, moi, qui sert à démontrer la théorie de Dan, qui marche plus ou moins bien quand même. On voit qu'ils sont tous piégés par ça. Donc je sais pas si ça te convient comme réponse, mais en tout cas, moi, j'affirme rien. Tu vois, je lève pas la main en l'air en disant ce que dit Louis dans le film. C'est un petit peu triste quand même comme regard. D'accord, merci. Autre question, réaction? Oui, devant, monsieur, voilà, on vous donne un micro. Bonsoir. Merci, 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 et merci à tous les 4 pour le film. Alors, la crème de la crème, c'est eux, les acteurs et actrices. Alors, comment vous faites pour les choisir, eux? Et après, monsieur Blumenthal, vous, qui a parlé choriste, normalement, il n'avez pas fait grand-chose. Monsieur Lafarge, qui après
Thomas Blumenthal, j'explique, celui qui chante mal dans les choristes. Voilà. Ah, c'est lui. Et M. Jean-Baptiste Lafarge, qui, à part Les yeux de sa mère, n'avait pas fait grand-chose. Alors comment on fait pour les choisir, eux? Et J'aime bien les acteurs qui ont fait qu'un film, qui ont été mis de côté. Non, mais monsieur, On est là. Pourquoi êtes-vous revenu finalement au cinéma? Comeback. En fait, j'étais sur une île au Panama. Non, pourquoi je suis revenu? Parce qu'on m'a choisi. J'ai eu, comme Jafar, une longue traversée du désert. Plus personne ne me faisait confiance. Non, mais je suis revenu parce qu'il m'a choisi et que je sais pas pourquoi il était aussi fou de me choisir. Mais non, c'était cool. Enfin, je sais pas, c'est plus lui qu'il faut qu'il réponde. C'est plus lui qu'il faut qu'il réponde. Donc vous voyez l'énorme travail de composition pour faire Dan, quand même, ça c'est vrai, ça. Des années. Ça c'est vrai, donc on voit l'acteur. Dans la vie de tous les jours, il est exactement comme ça. Hein, pas de... Alors pour parler du casting, j'ai eu la même directrice de casting que j'avais eu sur Shaitan, pour ceux qui ont vu Shaitan. Gigi Akoka qui avait casté les rôles féminins, Léla Delty, Roxane Mesquida et Julie-Marie Parmentier, et qui elle-même avait casté Vincent Cassel et Monica Bellucci dans l'appartement. Donc c'est un peu sa spécialité d'aller chercher des personnages, enfin, des êtres singuliers comme ces deux personnes. Et donc on a vu plein de jeunes acteurs et autres. Et je vous dérange les gars ou quoi? Et donc le casting, enfin moi c'est comme ça, c'est comme ça que j'envisage plus le casting, plus à travers une discussion. On se sert d'une scène du KIB qui est une scène qu'on a écrite mais qui finalement n'est plus dans le scénario, donc il raconte les personnages. Thomas l'avait très mal joué parce qu'il c'est quelqu'un de très sensible. Donc c'était vraiment totalement raté. Par contre, il s'est incrusté au déjeuner, donc on s'est retrouvé à manger avec lui. Mais ça, c'est n'importe quoi ce que tu racontes. En vrai, tu dis ça à chaque fois, c'est toi qui m'as invité à déjeuner. T'es un ouf. Ça, c'est bizarre. J'adore comment tu racontes l'histoire, tu te réinventes l'histoire en fait. Tu chantes bien dans les choristes aussi. Et donc, on a eu une discussion qui ressemblait un peu à ça. Et donc moi c'est plus comme ça que j'aime travailler avec les acteurs, c'est plus en ayant une rencontre, en discutant. Et Karim, lui, pendant le casting, a interprété une chanson de Charles Aznavour. Et interprété maintenant. Ah oui. Ah oui. Ils sont pas des sous. je sais pas, Karim, tu te la sens ou pas, toi? Allez. Alors, comme introduction de Karim a été Mandacé. La chanson que j'ai eue pendant le casting. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accrocher ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Avec moi. La bohème, la bohème, ça voulait dire. La bohème, la bohème. Une autre. En fait, venant de Karim par rapport à son personnage Jafar, on entendait plus cette chanson, donc Écoute-moi camarade, repris par Rachita qu'on entend dans le film, que cette chanson de Charles Aznavour. Chanson originale de Mazouni. Magnifique chanson originale. Donc on entendait plus cette chanson-là que Charles Aznavour. Est-ce qu'on peut aussi avoir un petit bout de ça? Je vais l'écouter, un petit morceau. Un petit bout de ça. Écoute-moi camarade, elle est pour toi cette chanson, la 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 la, elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Alors, Karim, votre exercice,
Merci beaucoup, Karim. Pas des pompes, du jongle. Non, après la chanson, donc la séquence de début du film, donc on n'a pas d'écran 3D ni de lunettes 3D, on peut aller chercher une lunette 3D, donc on resimuler la séquence du début du film. Est-ce que c'est possible aussi? Ça risquerait de faire peur. C'est quand tu avais un self, non? C'est ça, non? Juste, Et donc, c'est donc, on parlait de la masturbation avec des lunettes 3D. voilà. Ouais, ça marche super bien. Juste la question que je me posais, comme vous êtes tous les deux donc de jeunes comédiens, il y a certaines séquences où on joue dans un film en tant que comédien, on rentre dans la peau d'un personnage, mais on s'expose un petit peu. Et je me disais, par rapport notamment, plus cette séquence-là que la séquence de nu qui est plus soft, est-ce que vos amis, vos parents, votre famille ont vu le film, et notamment cette séquence, et comment... est-ce qu'ils arrivent à faire la différence entre le personnage et vous? Non. Ma mère va venir voir l'avant-première à Paris le 27 mars et je commence à avoir une boule. Autre question, réaction dans la salle, là-bas de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro pour que tout le monde puisse vous entendre, quel que soit votre... Voilà, juste là, allez-y, on vous écoute, monsieur. Bonsoir. Chaud. Salut. Question par rapport à la bande-son, c'est vous qui vous en occupez ou... Pardon? Par rapport à La bande originale Ouais. du film. Enfin, c'est vos choix personnels ou c'est quelqu'un qui... Oh, c'est mes choix personnels, bien sûr. Ça serait dur qu'on m'impose la BO du film. J'ai voulu mélanger en fait des... Pourquoi il y a des tracks, tu trouves, qui ont été imposés un petit peu? Et aussi, et... Enfin, j'apprécie quoi donc... Ouais, mais tu parles justement de la différence, comme Les Lacs du Connemara de Michel Sardou. Non, plus... non, c'est plus... je sais pas, par exemple, si j'ai vu un morceau de Mode Selector... Ouais. Bah, en fait, j'ai voulu, moi, avec les morceaux, raconter l'histoire des personnages. Donc Dan, lui, c'est plus un héritage des parents, donc il est très chanson française. Donc on a voulu raconter l'histoire de ce personnage à travers des morceaux comme ceux de Michel Berger, Michel Fugain ou Rachid Taha. Et on le fait d'ailleurs, j'en profite pour le dire, le jour de la sortie du film, on va sortir donc la bande originale, et à côté, moi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de La Haine, il y avait eu les musiques inspirées de La Haine, avec Sacrifice de poulet et plein de morceaux super beaux. Et là, on a fait la playlist de Dan. C'est donc les morceaux qui écoutent le personnage de Dan, mais pas dans le film. Et on s'est fait une grande playlist, pareil, de chansons françaises assez atypiques. Et donc voilà, ça c'était pour raconter le personnage de Dan. Les autres morceaux racontent les séquences, donc soirée années 90 avec Tout simplement Noir, ou soirée électro qui est quand même, je dirais, un marqueur de la génération Y, que ce soit Justice ou Tellier ou les autres morceaux d'électro. Et pour le score, moi ça c'est un musicien que j'adore, Ibrahim Malouf, avec qui voilà, je collabore souvent. Merci. Autre question, réaction, ressenti? Oui, plus devant, on vous emmène le micro. Mettez bien le micro devant, voilà, allez-y. Oui, chez Courtrage-May, la banlieue a souvent été un fil rouge, et là on est dans un univers assez élitiste, et au final le seul rapport avec la banlieue c'est de savoir que la jeune fille vient d'une banlieue, d'une cité, et j'ai pas trop compris ce passage en fait, pourquoi à un moment on explique que cette jeune fille vient de la banlieue, qu'est-ce que ça apporte en fait? Alors c'est au début du film, je ne sais pas si tu te souviens, on parle des AD, des admis sur dossier, et donc moi ça c'est pendant la recherche où je me suis pas mal promené sur les campus et dans différentes écoles de commerce, je cherchais des éléments de cinéma et on est tombé sur les AD, donc qui n'ont pas suivi le même parcours, qui ont été acceptés grâce à leur dossier, donc qui n'ont pas fait les mêmes prépas. Et à un moment, Louis parle de cette aberration, presque on pourrait dire ça, de même si tu es là, tu n'en feras jamais partie. Et on peut résumer presque l'histoire à ça, quelqu'un qui veut en être mais qui n'en fera jamais partie. Et donc voilà, j'ai voulu marquer quand même une vraie frontière entre ces deux mondes. Et donc ce qui explique, on peut s'imaginer aussi le comportement assez radical de Kelly parfois. Donc on peut, voilà, ça me permet de raconter le hors-champ des personnages. Et après, c'est vraiment à la personne qui regarde le film de s'imaginer l'histoire. Et c'était pour aller dans ce sens-là. Mais ça, c'est le point central en fait. Autre question? Oui, monsieur. Alors juste avant que vous réagissez, parce que pour juste rebondir sur l'intervention du jeune homme juste avant,
sur le fait que sur l'un des films précédents, il était question de jeunes de banlieue ou par rapport effectivement au collectif Courtrajmé. Mais effectivement, sur les... Là, on est sous une forme de triptyque finalement, voilà, par rapport aux deux films présents et celui-là. Et qu'en fait, le cœur du film, enfin, il y a une thématique qui revient systématiquement, c'est la jeunesse et l'aspect clanique tribu. Quelle que soit cette tribu, qu'elle soit de la banlieue ou du milieu élitiste, ça reste toujours la jeunesse, il y a un côté clanique, et un côté où on se cherche, on va au bout de quelque chose, enfin on tente des choses, on est un peu borderline, et en fait dans les trois films, on retrouve cette thématique-là. Et c'est un peu ce qui ressemble aussi à votre parcours finalement. Vous faites partie d'un clan J'ai toujours fait partie à un clan, à différents clans, j'ai évolué comme ça, je pense que c'est une énergie qui nourrit énormément et qui oblige à être curieux. Donc là, ces personnages, les différentes trajectoires de ces personnages qui se croisent un moment dans ce lieu clos, moi m'ont permis de témoigner, en tout cas oui, de ça, et parce que dans le fond, j'ai l'impression quand même qu'à travers un film, on parle quand même souvent de soi, et moi oui, ça c'est sûr que le groupe et la dynamique de groupe, j'aime bien en parler. Allez-y, on vous écoute. Oui, c'était plus sur le sujet du film en soi, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup vu en France, donc le milieu étudiant, plus dans les films américains. Et donc je voulais savoir qu'est-ce qui vous plaisait le plus au départ, entre parler justement du milieu étudiant, ou plus parler de personnages un peu ambigus, dont on ne sait pas trop si on doit se rapprocher d'eux ou les condamner. Donc c'était quel aspect qui vous plaisait le plus dans le traitement de cette histoire? Producteur qui n'est pas du tout concentré. Alors le milieu étudiant, j'avoue que pour moi ça a été plus un décor de cinéma. La première soirée que j'ai faite, c'était à Grenoble, le World Trade Center de Grenoble. J'y suis allé avec des potes musiciens, avec Mouloud Achour, et c'était vraiment du copier-coller, la scène d'ouverture, The World is Mine, des statues égyptiennes. Là, j'ai pas mis les statues égyptiennes, mais quand je me suis promené dans cette soirée, ça a été, j'avais vraiment l'impression d'être sur un plateau de cinéma. Donc c'est là que je me suis dit qu'on avait vraiment ce qu'on cherchait, une histoire de cinéma, des personnages, les gens qu'on rencontrait, et ça permettait de raconter des émotions humaines assez poussées en fait. Donc ça a été le prétexte de cinéma, et pour répondre à la deuxième partie de ta question qui était sur... Est-ce qu'il faut les condamner ou en fait avoir de l'empathie pour eux, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, en fait, c'était ou alors parler du milieu étudiant, ou alors parler justement de ces personnages-là plus particulièrement. Et plus, oui, à travers les étudiants d'école de commerce, parler, moi, de la génération Y, qui me passionne et à laquelle j'appartiens avec plaisir. Donc c'était ça, j'avais plusieurs terrains d'expression, et je pense qu'il y a plein de choses à dire. À travers les questions, à travers la façon de se comporter, les rapports sociaux, et là, à travers l'histoire d'amour. Autre question ou réaction? Pas tous à la fois. Pas tous à la fois. On n'a pas beaucoup entendu nos deux jeunes comédiens. Je voudrais leur poser la même question et vous répondez à tour de rôle. En dehors du quand on devient donc acteur, comédien, ce plaisir de vouloir jouer dans un film, qu'est-ce qui vous a donné envie, quelle a été l'autre motivation d'accepter de jouer dans ce film? Parce que c'était Kim Chapiron, déjà. Moi j'avais apprécié énormément Chetan et Doc Pound, et j'avais envie de tourner avec lui. Moi c'était les scènes de cure. En fait, j'ai lu le scénario et j'ai vu les deux scènes de cul, donc j'ai dit que j'ai. Non, mais c'est vrai que j'étais bien gâté dans le film, tu vois. Donc j'ai vu. C'était au premier film où je chérais des meufs, parce que j'ai jamais eu de bisous dans un film, sûrement pas dans les choristes. Et claques dans les choristes. Et j'avais envie de suivre. J'aime beaucoup les Chinois et les Asiatiques. J'aime beaucoup, je vais souvent manger dans le 13e à Paris, qui est un quartier chinois, et comme c'était un chinois, et voilà, le fait que ce soit un chinois combiné aux scènes de cul, j'ai dit... Donc quoi je prends? Ouais. Vous comprenez pourquoi ils tournent pas beaucoup finalement? C'est son premier dernier. Autre question ou réaction?
au milieu. C'est marrant, il y a plus de questions que des mecs. De garçons que des filles. S'il y a des filles, on est au Mistral après. Paraît que c'est ouf. Paraît que c'est ouf. Paraît que c'est ouf. On vous écoute. Bonsoir. Un craquage total. En fait, oui. Le personnage de Dan, en fait, pendant tout le film, essaye d'avoir des rapports sexuels. Et Thomas, dans la vraie vie, c'est un peu aussi le cas. Et là, on arrive dans un moment où c'est très compliqué. On est à la limite. On touche quelque chose, là. Oui. Hier à Rennes, on a failli y aller, et puis on n'y a pas été, quoi. Hier à Nice aussi, on a failli y aller, on n'a pas été. Et là, on espère Aix. C'est un peu dur. Donc, un message de désespoir de Thomas Bounetka. Alors. Bonne chance, là. Bonsoir et merci pour bravo, c'était super sympa comme film. Et je voulais savoir, en fait, j'ai été heureusement surpris de voir que vous travaillez, je ne le savais pas, avec Ibrahim Malouf. Et je voulais savoir à quel moment, en fait, ces musiques interviennent. C'est toutes les musiques de score, en fait. Il y a 12 minutes de score. J'ai jamais mis énormément de scores de musique fabriqués, composés pour le film. Chez Pan, je crois qu'il y avait 12 minutes. Dogpan, il y a 9 minutes de musique. Et là, il doit y avoir 11 minutes. Donc c'est pour ça, peut-être que tu n'as pas saisi les moments. Et puis même, je trouve ça plutôt... je préfère ne pas justement se dire, voilà, là c'est la scène de musique. J'aime pas quand la musique appuie trop l'émotion. Mais pour changer, je pense que le prochain, je vais... imaginer plus de scènes où la musique prendra plus de place. Là, on est toujours on est toujours pressé par le temps, donc je préfère faire passer les scènes de vie, de dialogue entre les personnages, plutôt que les scènes où on prend le temps de raconter autrement le film. Mais pour le prochain film, en fait, on fait quelque chose avec Ibrahim de nouveau, qui est d'écrire le scénario et d'écrire la musique en même temps. Donc on aura pendant le tournage la musique du film. C'est quoi le prochain? Une dernière question, avant de conclure. Alors comme ça a été souligné... Ah, vous avez une question? Le monsieur demandait c'est quoi le prochain finalement? Parce que ça a été à peine évoqué. C'est un film porno avec moi et une fille d'Aix-en-Provence qu'on va rencontrer ce soir. Bon, deuxième message de désespoir de Thomas Bounetka. J'espère que les gens ont compris. Chambre combien? 25. 308. Je sais plus. Je sais quoi, dis-là comment je sais. Le prochain film, je vais arrêter de travailler avec des gens comme ça. Oui, ouais, je comprends. Prochain film, non, c'est vraiment les débuts, donc je peux pas trop en parler, vu que je sais pas trop encore exactement à quoi ça va ressembler. Mais pour l'instant, on est en train de développer un personnage plus âgé, donc d'autres conflits, et on va traiter plus de la famille nucléaire, dans le sens où c'est la nouvelle famille, l'apprentissage d'une nouvelle famille et la séparation avec la famille de sang. Ah oui, d'accord. Donc voilà, un autre sujet qui prendra le temps que ça prendra. Je prends mon temps pour l'écriture. Il y a un truc que je voulais vous dire aussi par rapport au Il y a film. une question à côté. Ouais, c'est le décalage. Oh, allô. Ah oui. Je voulais vous poser la question, c'est concernant la mise en scène. Quelle a été votre source d'inspiration et si vous avez vu des films avant pour vous inspirer ou préparer la mise en scène? Là, pour l'inspiration, c'était plus les escapades dans les différentes écoles. Donc là, ce serait plus inspiré de gens et de moments vécus pour ce film. Plus que d'inspiration de scènes ou d'autres films de Campus Movie. Une dernière question-réaction, avant donc de conclure, de vous rappeler que le film sort le 2 avril, que aujourd'hui effectivement avec les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., avant la sortie du film, parlez-en autour de vous, en attendant aussi de les retrouver ce soir au Mistral pour les couches tard. Donc ils y seront à partir de 23h30. Oui, oui, c'est sûr. Nous y serons, enfin, ils y seront, eux c'est sûr, à partir de 23h30. Une petite dernière question-réaction. Les remercier, j'en profiterai donc pour remercier doublement le producteur, c'est son premier film. Donc, pour la sortie.
remercie les comédiens et les excusez-moi. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur le film et suivre l'actualité du film, à liker la page Facebook, c'est la crème de la crème.